le manager doit être présent, mais pas immédiatement présent. Vous avez aussi des obligations, vous avez aussi des choses à faire. Quelqu'un vient vous demander de l'aide, bien sûr qu'on peut lui répondre, mais prenez votre agenda. N'arrêtez pas ce que vous faites, ne bloquez pas ce que vous faites. Beaucoup de managers qui sont en difficulté, ce sont des gens qui sont très disponibles, j'ai envie de dire trop disponibles, et qui me disent ah oui, mais je subis les rythmes des autres, les urgences, les appels, les machins. Si par contre vous avez des habitudes, soit de dire je peux pas maintenant, mais on prend rendez-vous, soit tout simplement de dire je sais que mon manager, je le vois 1, 2 fois par semaine à un moment précis, vous allez avoir moins d'interruptions que si vous n'êtes pas disponible et qu'il faut venir vous solliciter au moment où on en a besoin. C'est vraiment un des trucs, c'est ultra simple, mais euh, un bon moyen de gagner du temps, c'est de bloquer du temps. Si vous avez l'habitude de voir des collaborateurs 1 fois par semaine, encore une fois, ils savent qu'il y a ce moment-là, et souvent ils vont réserver, à part urgence particulière, ils vont noter des choses pour quand on se voit. Si par contre ils ne savent pas quand ils peuvent vous voir, ils vont vous voir, ils vont vous solliciter au moment où ils en ont besoin, et plusieurs fois si nécessaire. À chaque fois que je l'ai mis en place, à chaque fois j'ai des managers qui m'ont dit on vient moins me déranger parce qu'on sait qu'on va avoir rendez-vous. Donc important autant que possible d'avoir des rituels, d'avoir des habitudes. Je pense qu'il y a tout ce qu'on a échangé, vous êtes plutôt d'accord, vous avez compris des choses, pris de la hauteur, etc. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des choses où votre voix intérieure va vous dire ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Il y a cette même voix intérieure qui va dire ouais, mais ça se fait pas. Ah, mais non, mais ici on fait pas. La vérité, c'est la première, c'est celle qui va dire il faudrait que je réagisse comme ça. Votre émotion va vous dire je le sens comme ça, et votre éducation va vous dire ouais, mais ça va être compliqué. Écoutez la première. Parce que sinon, vous allez continuer à faire ce qui a toujours été fait et vous n'allez pas faire avancer vers tout ce qu'on a dit. Donc toi, ta difficulté, ça va être ça, ça va être d'écouter ta voix intérieure et de la faire appliquer. Comment on peut faire pour limiter ça? Comment on peut faire pour exprimer sa voix intérieure et quand tu as la même voix intérieure qui dit non, non, garde-le pour toi, ça va mal se passer. Rappelez-vous, quand vous avez un doute, une situation, un truc un peu tendu, posez une question ouverte. Qu'est-ce que tu penses de? Comment tu ferais si? Partez sur votre ressenti et transformez votre ressenti. Ah bah non, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que ce serait possible de? Pardon, c'est une question fermée, mauvais exemple. Comment tu pourrais faire pour? Mais écoutez votre ressenti, s'il vous plaît, écoutez votre ressenti. Si vous ne vous basez pas sur votre ressenti pour ensuite le creuser un petit peu, vous allez être dans le réflexe. Et vous allez vous dire, ah, je suis en train de faire ce qu'il ne faudrait pas que je fasse, je suis en train de dire ce qu'il ne faudrait pas que je dise, mais c'est trop tard. Et vous allez rester dans l'habitude. Au moins, cherchez à casser ça. Ça ne vous empêchera pas de revenir après. Mais comment tu ferais si tu devais le faire toi-même? Ah bah, je sais pas, machin. À la fin, je le fais moi-même. Et c'est une déception. Mais au moins, j'ai posé la question avant de dire, attends, je m'en occupe. Donc, il faut vraiment que tu écoutes ton envie première et que tu pousses vers ça. Parce que justement, ça va être difficile au début. Mais à force de le faire, les autres vont s'habituer et tu vas avoir des choses différentes. Et toi, tu vas pouvoir rentrer dans un schéma qui te convient. Sinon, tu vas toujours faire taire ta voix intérieure, tu n'auras pas de résultat qui conforte ta voix intérieure et tu n'auras pas des choses concrètes pour dire ah, finalement, j'ai pas tort. Et donc, mon estime, elle vaut quelque chose. Enfin, mon point de vue vaut quelque chose et je peux renforcer l'estime. Après, l'estime de soi, c'est pas que dans le travail. C'est ça, c'est un tout. Euh, on en parlera plus tard, parce que c'est un tout, justement. Euh, Sens de l'écoute humaine juste, très bien, mais prends bien conscience qu'en effet, ça peut être aussi ton point faible. Euh, Quand on est à l'écoute, aujourd'hui, je le dis, je le répète, on est dans une société où on n'écoute plus vraiment les autres. On écoute pour répondre la plupart du temps, pas pour vraiment comprendre. Donc quand j'ai quelqu'un qui m'écoute vraiment, bah je m'épanche, je prends du temps, etc. Et vous n'avez pas toujours ce temps. Il faut trouver le bon équilibre où je dois écouter l'autre, parce que si je ne l'écoute pas, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre son point de vue, je ne peux pas avancer avec cette personne, mais je dois faire aussi attention à ne pas tomber dans cette autre extrême qui est que on fait de la psychologie de bas étage parce qu'on n'est pas psychologue et que ça nous prend un temps qu'on n'a pas et on n'a pas les résultats qui suivent derrière. Donner le ressenti à un collaborateur que quand il a un souci, il existe plus fort, c'est des choses que je vois beaucoup trop souvent.
Oui, mais je ne peux pas ignorer mon collaborateur. Oui, mais il est triste. Oui, mais il n'est pas bien. La seule préoccupation qu'on doit avoir, c'est comment je fais pour qu'il fasse bien son travail. Un collaborateur qui fait bien son travail, c'est un collaborateur qui s'épanouit dans son travail. Vous ne pourrez pas régler tous les problèmes de sa vie, mais vous devez au moins faire le minimum, le maximum, pour que ça se passe bien dans son travail. Si ça se passe bien dans son travail, ça ira peut-être mieux dans sa vie. Mais vous pouvez intervenir que sur la partie travail. Ne vous perdez pas sur le reste. Il faut arrêter. Enfin, encore une fois, pareil, je prends l'exemple des enfants, je schématise, on a des adultes, à un moment on dit attends, t'es payé pour quand même. Si la personne vient au travail, quelqu'un qui se met en maladie et qui a de bonnes raisons d'être en maladie et qui n'est pas bien, c'est un fait, voilà. Mais de fait, il n'est pas là. Mais quelqu'un qui vient et qui veut dire mais aujourd'hui, je n'arriverai pas à travailler, non. Si tu es là, bosse. Et monter mon exigence là-dessus, ça fait partie de cette démarche de dire, si tu es là, tu bosses, tu as un engagement, mais y du tien. Si tu es bien ici et mieux qu'en restant chez toi, j'en suis ravi, mais si tu es ici, tu bosses. Donc ça, faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'il faut faire juste avant de dire ça? Si je pose ça un peu comme ça, abrupt sur la table, ça peut être difficile. Et voilà, toujours pareil. Poser la question d'abord. Ouais. D'abord, poser la question. La personne qui vient et dit, écoute, je viens aujourd'hui, mais je pense que je n'arriverai pas à bosser. Ok, pourquoi tu penses ça? Je rentre pas dans le détail, je suis pas dans le genre. Pourquoi tu penses ça? Ah bah, il s'est passé ça, c'est compliqué, machin, etc. J'écoute l'autre et je finis par, est-ce que tu penses que tu pourras quand même... Et là, je fais une question fermée parce que c'est pour conclure. Est-ce que tu penses que ça va impacter ton travail aujourd'hui? Non, finalement, ça va aller. Parce que j'ai parlé. Si j'ai pas parlé, oui, je pense que ça va m'impacter. Comment tu vas faire ton travail aujourd'hui malgré tout? Bah, je vais m'organiser comme ça, comme ça. Ok, super. La personne vous dit non, mais franchement, j'y arriverai pas. Ok, ben pose un jour et rentre chez toi. Ah, mais je peux pas, tu comprends, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben, si tu bosses et que tu fais ton travail, ils penseront rien. Si tu es là et que tu fais pas ton travail, oui, ils vont penser des choses. Autant que tu rentres chez toi. Mais la personne qui vient, qui n'a pas envie de bosser parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau, et il n'y a aucun jugement là-dedans, elle va quand même être payée pour sa présence. Et on ne peut pas payer les gens pour leur présence, on doit payer les gens pour le travail qu'ils font. Ayez un niveau d'exigence assez élevé, parce que pour moi, c'est respecter l'autre et respecter l'équipe. Accepter que quelqu'un vienne et ne travaille pas, ou ne fasse pas ce que vous attendez, parce que de toute façon, lui, on ne peut pas espérer mieux, c'est manquer de respect à la personne et aux équipes. Vous acceptez que l'équipe se sacrifie, fasse une partie boule, ou que vous vous sacrifiez en faisant la partie que l'autre ne fait pas. C'est pas juste, c'est pas honnête, c'est pas sain, c'est pas pérenne, et tôt ou tard, ça va craquer. Montez votre niveau d'exigence. Et donc toi, c'est vraiment important que tu te repères au cadre, en fait. Sens de l'écoute humaine juste, tu vas l'avoir naturellement. Mais il faut que tu aies le cadre, les missions, les règles toujours en tête. Quand tu vas prendre ta fonction, je pense qu'il serait bon que tu fasses un entretien avec chacun pour demander comment il voit son travail, qu'est-ce qu'il pense de son travail, et que tu vois entre ce qu'il fait, ce qu'il aime faire, l'écart avec ce qu'il doit faire et qu'il fait peut-être pas, pour très très vite aborder le sujet. Sinon, très vite, la personne va continuer à faire ce qu'elle aime faire, et le jour où tu vas lui faire la remarque, elle va dire, je ne comprends pas pourquoi tu me le dis maintenant, alors que tu sais depuis le début que je fais que ça. Alors que la première discussion, c'est comment je peux t'aider à faire la partie que tu ne fais pas encore. Ton exemple, il est très bon. Dans un cas, on vient voir quelqu'un, on me dit, j'ai une promotion à te proposer, et on va discuter de la promotion. Et donc, tu vas grandir. Promotion, c'est que je grandis. Tu reconnais une valeur et tu reconnais que je grandis. Comment, quoi, etc. À voir ensemble, comment tu m'accompagnes et tout. Et accessoirement, parlons salaire. Tout ce que vous avez dit sur le salaire, je suis d'accord. Bien sûr qu'on ne travaille pas pour la gloire, mais ce n'est pas la priorité première. Dans l'autre cas, on vient voir la personne, on dit, tu ne vas pas évoluer, tu vas changer de lieu. Il n'y a pas d'évolution. Donc, est-ce que moi, ma valeur, elle change? Bon, écoute, on n'en a pas parlé, tu vas faire les mêmes tâches à un autre endroit. Mais comment je sais que tu m'apprécies mieux? Je ne t'avais toujours pas dit. Bon, parlons salaire, parce que s'il y a une augmentation de salaire, ou s'il y a une reconnaissance sur le salaire, c'est que je vaux quelque chose. La plupart du temps, quand la rémunération vient sur le sujet avec une demande, la plupart du temps, c'est une demande de reconnaissance déguisée.
c'est que la personne n'a pas eu assez de reconnaissance. C'est vraiment, je le vérifie des dizaines et des dizaines de fois. Quand le sujet arrive comme ça d'aplomb, et la personne dit « je veux une augmentation », mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien, j'estime que je veux une augmentation. Et bien ça, c'est clairement quelqu'un qui dit « on ne reconnaît pas mon travail ». On ne me dit pas que je travaille bien, on ne me dit pas que je progresse, on me dit que c'est normal quand je fais mon job, voilà, point. Et de fait, plus tu descends, tous les gens qui sont au-dessus, à un moment ou un autre, on leur a dit « je compte sur toi pour la suite, je voudrais que tu prennes une responsabilité, j'ai besoin que tu prennes ce poste, etc. » Et tous ceux qui sont en bas disent « non, mais toi tu fais comme d'habitude ». Mais moi, quoi? Toi, rien. Toi, c'est bien. Change rien. Et donc, je veux une reconnaissance que je n'ai pas. Quand je vais aller chercher un manager et lui faire une promotion, je vais le draguer, je vais lui apporter de l'intérêt, je vais lui faire de la reconnaissance. Tant que je ne cherche pas la personne, je ne lui apporte pas. Et la personne qui l'a pas trop longtemps, bah, moi, te dit, je peux avoir une augmentation? C'est le seul moyen que j'ai de mesurer ma valeur. Donc, je rajoute ça à tout ce que vous avez dit. Hein. Non, mais c'est vrai, si tu prends de la hauteur, ça devient limpide. Voilà, c'est clair, oui. Besoin de reconnaissance. Et si régulièrement, je vois les collaborateurs au même titre que les autres, c'est-à-dire que bien sûr que je vais faire un point avec mon manager, mais est-ce que mon manager fait un point avec ses équipes? Bah oui, dès qu'ils ont un problème, ils viennent me voir. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu fais pas un point avec. Tu es à leur disposition quand il y a un problème. Donc, ils existent quand il y a un problème. Est-ce que tu mets... Non, mais c'est bon, il n'y a pas de raison. Si, je veux que tu fasses un point avec eux, au moins tous les 15 jours, ou tous les 15 jours, tu leur demandes comment tu vas, comment se passe ton boulot, qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies de meilleures conditions, que ça se passe mieux pour toi. Tu fais ça, bah, tu auras moins de demandes derrière. Comme tu as dit, il a aussi compris que si tu ne demandes rien, tu n'as rien. Est-ce que ce n'est pas une erreur des managers qui disent bah, moi, tant qu'on ne me demande pas, je ne m'en occupe pas, quoi. Si régulièrement, tu vas voir quelqu'un en disant écoute, j'ai décidé de faire une augmentation, de te donner une prime. Voilà le boulot que tu as fait, et donc j'ai décidé de donner une prime par rapport au boulot que tu as fait. Je n'ai pas besoin de demander. Et donc là, je me sens reconnu. Quand par contre, je viens, j'achète un canapé, et j'ai une remise assez forte dessus. Je dis, putain, mais en fait, si j'avais pas demandé la remise, je me faisais avoir. C'est des voleurs, les gars. Soit le gars me dit, écoutez, non, je peux pas faire de remise. Ah, c'est le prix. J'ai essayé, j'ai demandé. Mais si j'ai la remise, je me dis, putain, si j'avais su. Bah, c'est un peu la même chose. Il faut que je demande pour avoir une augmentation. Bah, tu reconnais pas mon travail, en fait. Si par contre, tu viens me voir et tu me dis, voilà les conditions pour avoir une prime ou pourquoi tu ne l'auras pas, et qu'il y a un cadre, qu'il y a une règle, et que quand je la remplis, automatiquement je l'ai ou automatiquement on me la propose, ben, je vais être reconnu différemment. Moi, j'ai eu des cas de gens qui disent j'ai fait une demande d'augmentation, je l'ai eu et j'ai quitté. Parce que justement, je me suis rendu compte après qu'en fait, on ne me respectait pas. Courage managérial, hein, c'est un terme, on n'a pas mis autant de temps qu'il faudrait encore sur le sujet, mais c'est un vrai thème. Dire à un collaborateur pourquoi tu n'auras pas la prime et point barre, je pense que c'est plus se faire respecter. Il faut que l'autre le comprenne, il faut lui expliquer. S'il n'a pas compris, on prend le temps, etc. Mais votre crédibilité, elle passe par là. Quand, non, écoute, tu n'as pas la prime parce que tu n'as pas fait l'objectif, mais je te file quand même 20% de la prime, bah, y a une expérience qui a été faite, je ne sais pas si je vous l'avais dit, enfin, c'est pas une expérience, c'est que sur une course d'enfants, on a donné une médaille à chacun des enfants. D'accord? Le premier dit j'en veux pas de ta médaille en chocolat, enfin, elle vaut rien. Et le dernier est pas à l'aise, il dit pourquoi je recevrais une médaille, quoi. Et je suis sûr qu'on a donné une médaille à deux ou trois qui n'étaient pas là ce jour-là, qui n'ont pas pu courir pour X raisons. Et ça rime à rien. Ils ont fait ça dans l'école de ma fille. Ouais. C'est pas bon. Il faut que le premier ait une médaille d'or, le deuxième d'argent, le troisième de bronze, les autres rien. Et on explique aux autres pourquoi ils l'ont pas eu. Ils ont participé, c'est bien, mais pourquoi ils l'ont pas eu et qu'est-ce qu'ils doivent faire la prochaine fois pour avoir l'or. Point. J'avais un client qui me disait le client, il est dans la logistique. Il me disait le client qu'on sert en premier, c'est pas celui avec qui on fait le plus de chiffre d'affaires ou plus de marge. C'est le plus chiant. C'est celui où on sait que quand il y a une commande qui arrive, on sait que dans la minute qui suit, on va avoir 3 mails et après, c'est un coup de fil pour savoir si c'est parti. De fait, on va s'orienter. Rappelez-vous les 20-80. Les 20-80, devenez les 20 qui prennent 80% de la tête. Si en effet, on sait que... Alors attends, parce que moi, j'ai Marion dans mon équipe. Si Marion, je la consulte pas d'abord, je lui demande pas son avis et je respecte pas son avis, derrière, ça va être l'enfer pour moi, bah, tu as gagné en fait. Mais pour pouvoir avoir ça, bah, il faut monter au créneau. Si par contre, moi j'ai de la chance, Marion, elle est super cool, quoi que je dise, quoi que je fasse, elle est d'accord, puis si je change d'avis, elle est d'accord aussi. Toi, tu dépéris dans ton coin, et l'autre, il change rien. Devenez pénible pour être entendu, pour être efficace, pour qu'après, on me dise, Marion, elle est pénible, mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir dans l'équipe, c'est ça qu'on veut.
Parce que l'inverse ne marche pas. Si vous êtes gentil, tôt ou tard, on va vous reprocher des choses. Et vous allez dire, attends, je comprends pas. Tu me reproches un truc et je t'ai dit, moi, que je voulais pas le faire, machin. Je voulais pas donner la prime à machin parce que. Et on lui a donné, et c'est l'enfer. Et on va dire, oui, maintenant, il faut que tu gères ton équipe. Bah, tu me demandes de gérer une équipe dans laquelle tu as mis la merde, en fait. Première question, sur quoi tu t'es basé? Avoir le point de vue de l'autre d'abord. J'entends le réflexe de vouloir le rassurer, mais comprenez d'abord sa position. Donc, comment tu vis les choses? Qu'est-ce que tu as compris? Tu t'attendais à quoi? Essayez d'avoir un maximum d'informations pour comprendre sa position. Et de fait, tu verras là où ça coince le plus. Parce que comme tu l'as dit, ah ben, finalement, j'accepte la situation. OK? Mais c'est la manière dont c'est fait. C'est un argument, c'est une phrase qu'on m'a dit. Pourquoi il m'a dit ça et puis le contraire le soir? Et en fait, tu vas pas te retrouver à expliquer la même chose. D'abord, comprendre le point de vue de l'autre. Toujours. Vous êtes sur une situation sensible, commencez par creuser. Ne montez pas au créneau comme ça. Et ensuite, ben, comme tu disais, est-ce qu'on doit, enfin, à ta question qui était, est-ce qu'on se plie au système, est-ce qu'on doit déminer? Allez déminer. Toujours. Toujours. Vous aurez toujours plus de crédibilité à aller discuter avec la personne, à condition de l'écouter d'abord. Si vous allez voir la personne pour lui expliquer en quoi elle n'a rien compris, elle a tort et elle doit se plier au système, c'est mort. Bah ouais, donc en fait, tu viens juste enfoncer le clou, t'es à la solde de la direction, j'ai pas d'intérêt. Si par contre je commence par l'écouter, comprendre et lui expliquer en quoi ça changera pas, la personne te dira j'en veux toujours à la boîte, mais toi je t'apprécie. Et c'est ça que je cherche. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je vous raconte, c'est comment je développe vos relations avec vos équipes. Je suis là pour vous dans votre quotidien. Je veux que vous soyez des managers où quand vous dites je vais changer de service, il y a des gens qui disent bah moi je te suis. C'est ça l'intérêt. Dans le changement, quand vous changez quelque chose, la première difficulté, c'est la résistance au changement des autres. L'exemple, il est parfait. Je décide dorénavant de dire je ne suis plus disponible. Il y a tout le monde qui va venir à ton bureau. Bah pourquoi? Et qui va t'expliquer toutes les raisons. Voilà, c'est ça. Donc comment je casse ça? Leur expliquer pourquoi. On a pris une hauteur, on a pris. Priorité avant celle-là de leur Nous, on a pris un temps de réflexion. Il y a des choses, et je suis très content, qui n'étaient pas évidentes pour vous il y a quelques jours, qui le deviennent. Mais vous avez pris le temps de réfléchir, on a pris le temps d'en parler. Ça ne peut pas spontanément sortir dans la tête de vos collaborateurs qui, parce que vous revenez de formation, disent on sait ce que tu as vu pendant la formation, on sait pourquoi tu vas changer, et on est d'accord avec toi. Ils vont juste dire qu'est-ce qu'ils t'ont picousé là-bas? On va attendre que tu redescendes et puis on va reprendre nos habitudes, quoi. Donc il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer pourquoi c'est nécessaire, il faut leur expliquer qu'est-ce qu'on va mettre en place, et il faut leur demander d'être votre garde-fou. Si vous voyez, eh ouais, si vous voyez que j'ai tendance à répondre trop vite, si vous voyez qu'au lieu de prendre rendez-vous, je le fais entre deux coins de porte, dites-le moi, pour que eux-mêmes soient acteurs du changement. Sinon, ils vont dire, on voit les règles, mais entre ce que tu dis et ce que tu fais, bah, ce que tu fais, c'est ce qu'on attendait de toi, bah, on change rien. Et on se retrouve avec un écart qu'un jour tu vas payer. Donc, expliquer quelles sont les nouvelles règles, partager sur les nouvelles règles et leur demander de vous aider dans la mise en place, d'être le côté blindside, le côté backup, le côté feedback, pardon, de vous faire le retour en disant bravo, tu fais des progrès, tu avances là-dessus, ou non, en fait, tu fais toujours comme d'hab. Moi, je peux pas m'en rendre compte, je suis naturel comme ça. J'ai dit point fort, réactivité. Et j'ai mis exprès réactivité, disponibilité. En fait, un des éléments dans l'exercice point fort, difficulté, vous allez voir que sur chaque point fort, on l'a vu avec toi, il y a une difficulté derrière. Et sur chaque difficulté, il y a probablement un point fort. Parce que sur une difficulté, vous êtes attentif. Donc sur une difficulté, vous allez faire attention et vous allez progresser. Comme j'aime à dire, on ne peut pas être... Quand on dit à quelqu'un t'es généreux, c'est très positif. Quand on dit t'es radin, c'est très négatif. Mais tu peux pas être généreux si d'abord tu n'as pas mis de l'argent de côté. Comment tu mets de l'argent de côté? En étant radin. À toutes les qualités, il y a le versant autre. Toutes. Et à tous les défauts, il y a l'autre. Ah, je suis quelqu'un de très ouvert, de très disponible, de très présent. Oui, mais si tu ne prends pas du temps pour toi à un moment enfermé dans ta bulle à répondre à personne, un jour tu vas exploser. Il faut les deux. Donc il n'y a pas de sujet parfait, mais justement il y a des oppositions. Il faut être réactif, mais comment je peux être réactif?
sans tomber dans cet excès de disponibilité. Et trouver l'équilibre entre les deux. Partager la nouvelle règle, expliquer, partager, faire valider et demander aux uns et aux autres d'être votre garde-fou. Et c'est valable pour d'autres changements. Je me rends compte que notre fonctionnement ne nous convient pas, que c'est compliqué pour toi, pour moi. Viens, on se pose et on va décider d'un nouveau système. Évolution, faire évoluer. Et comme je disais, vous devez être à la fois le gardien des règles en place, c'est la règle, c'est comme ça, et en même temps celui qui prend de la hauteur pour dire peut-être qu'il faut faire évoluer la règle pour éviter d'être à la rupture. Et comment on fait évoluer les règles? Souvent, c'est justement des points d'achoppement, des choses où on sent que ça coince un peu, où il faut avoir l'intelligence de dire, en fait, c'est difficile, c'est dur, il y a un truc qui ne va pas. Ça doit être facile, puisque si on fait quelque chose régulièrement, ça doit devenir facile. Si ça continue à être dur, peut-être qu'il faut faire autrement. C'est le meilleur indicateur. Votre quotidien doit être facile. Si votre quotidien n'est pas facile, c'est que vous n'avez pas la bonne méthode. On fait pas un métier, enfin, personne ici n'a un métier qui normalement nous demanderait de souffrir tous les jours. Si vous souffrez tous les jours, vous allez finir par démissionner. C'est pas un burn-out, parce que si vous souffrez tous les jours, vous êtes plutôt dans la dépression et dans l'évitement. Mais si vous souffrez tous les jours, vous ne prenez pas de plaisir dans votre travail, c'est l'enfer. Et dans 99% des cas, à ma connaissance, la première raison pour laquelle vous souffrez dans votre travail, c'est que vous n'êtes pas assez compétent pour le faire facilement. Si vous aviez toute la compétence, il serait facile. Et on revient sur l'intérêt de voir les compétences des collaborateurs pour les faire grandir. Petite transition avec l'entretien annuel demain. Donc quand c'est difficile, allez voir pourquoi, allez creuser pourquoi, allez développer la compétence, allez mettre à jour la règle du jeu, mais il faut créer un environnement facile. Il n'y a pas de raison d'avoir des environnements difficiles. Ça peut être le cas temporairement. On a un collaborateur qui est en arrêt, on a un collaborateur qui est parti en vacances, on a un changement de système informatique, période difficile entre deux périodes faciles, mais ça veut dire qu'on doit revenir à une période facile. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas bien fait votre job de manager. Si vous faites ça, si vous avez toujours ça en tête, quand vous créez un environnement facile, confortable, agréable pour des collaborateurs, les collaborateurs sont dans les bonnes conditions pour faire les résultats que vous attendez. Si vous n'avez pas les bonnes conditions pour performer, vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs de faire les résultats que vous attendez. Donc les résultats doivent être un indicateur de votre management et doivent être un indicateur du travail que vous avez fait, que vous avez mis en place. Ils sont bons, bravo. Ils ne sont pas bons, qu'est-ce que vous corrigez? Mais ce n'est pas une fin en soi, les résultats, on s'en fiche. On revient sur Manager 360 et on revient sur le fait que vous devez aussi, là où on explique les règles aux collaborateurs, j'ai mes collaborateurs, je vais revenir de formation et je vais leur expliquer que je vais être moins disponible que d'habitude. Réactif, oui. Disponible à un moment choisi, oui. Pourquoi, comment? Ah ok, on a compris, merci de m'avoir expliqué. Ce qui vous empêche de le faire avec le manager qui a une autre culture et qui n'a pas compris les choses. C'est exactement la même chose. Et tous les exemples que j'ai pu donner, s'ils vous parlent et qui résonnent particulièrement, et vous êtes capable de les répéter à quelqu'un, allez-y. Il n'y a pas de droit déposé. Hein. Je vous autorise à dire tout ce que j'ai raconté. Prenez les exemples, prenez tout ce que je vous ai raconté. Parce que si ça permet à quelqu'un de comprendre et de s'aligner avec vous pour aller vers du mieux, faites-le. Si vous ne le faites pas, tu vas être en bras de fer permanent entre ce que tu dis à tes équipes, ce que tu penses et ce que tu fais. Tu vas être totalement désaligné et après tu vas finir chez le kiné. Ça, c'est au mieux. Ça peut être pire. Ouais. Ça peut être pire. La crédibilité, enfin le charisme, on estime que le charisme, c'est l'alignement entre ce qu'on ressent, ce qu'on aime et ce qu'on pense. Et ce qu'on fait d'ailleurs. Si on n'est pas aligné, vous n'êtes pas charismatique. On va sentir qu'entre ce que vous dites et ce que vous pensez, il y a un truc qui n'est pas clair. Quelqu'un qui est passionné et qui est passionnant, c'est parce que généralement, il est aligné. Entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Voilà. Et c'est facile, c'est rassurant. Dès que je sens que, entre ce que tu me dis et ce que tu fais, il y a un truc qui n'est pas net. Et je vous rappelle que comme nous sommes les descendants des lâches, on passe notre temps à s'inquiéter. Donc dès qu'il y a un truc qui n'est pas clair, qui n'est pas net, je vais m'inquiéter. Et donc si je ne suis pas aligné, mes collaborateurs vont s'inquiéter.
Et s'ils s'inquiètent, ils se mettent en défense, ils se mettent en retrait. Donc, ils ne performent pas. Donc, si je ne suis pas aligné avec mon manager ou que je ne suis pas aligné moi à cause de mon manager, tu auras des problèmes sur tes résultats. Et comme tu auras des problèmes sur tes résultats, ton manager va te tomber dessus. Donc, il est important de s'aligner avec le manager. Les résultats sont importants, mais comme indicateur de votre performance, de vos succès, de votre réussite. Un enfant qui a une mauvaise note, c'est un indicateur de sa capacité à travailler. Si je tombe dessus, je dis améliore tes notes, c'est important. Dire bah on est d'accord. Il revient après avec une note toujours mauvaise, je lui hurle dessus en disant je t'avais dit de faire un progrès, de faire un effort, tu l'as pas fait. Qu'est-ce qui se passe si vous n'arrêtez pas de faire ça? Vous sentez bien que sur le gamin, vous allez juste le traumatiser. Tu as une mauvaise note, ça me montre que tu ne sais pas correctement travailler. Voyons ensemble comment tu travailles, voyons comment je peux t'aider. Et c'est là où les parents rentrent dans leur rôle, soit en voyant avec les preuves, soit en prenant des preuves, soit en faisant eux-mêmes. Après, il y a plein de situations. Mais si je me contente de dire ah ta note elle est pas bonne, il faut qu'elle progresse, j'aide rien, j'aide personne, ça va vite s'arrêter. C'est un indicateur de la méthodologie et ça me permet de savoir à quel moment je dois intervenir pour corriger les choses et à creuser pour savoir comment faire. Et d'ailleurs, avec l'enfant, je vais avoir différentes méthodes en fonction des sujets. Si ma fille elle est en sixième, elle est en terminale, elle fait des études supérieures, il y a des options différentes. Parce qu'il y a un moment où je ne pourrais plus aider, donc je vais faire aider autrement. C'est pareil. Donc intéressez-vous aux résultats, analysez le résultat, mais pour comprendre comment l'autre travaille et comment vous pouvez l'aider à travailler mieux. S'il travaille mieux, ben les résultats vont suivre. Ça doit être votre préoccupation et celle de votre manager. La problématique, c'est que quand vous proposez quelque chose, il y a un biais, et maintenant vous allez le comprendre par rapport à tout ce qu'elle raconte là, c'est que quand le chef propose quelque chose, alors je vais le faire dans l'autre sens, il y a un biais dont on n'a pas parlé, c'est le biais de conformisme. Le biais de conformisme. Tous les biais souvent sont des défauts du cerveau pour permettre au troupeau de prendre une décision plus rapidement, de réagir plus vite et de s'en sortir mieux. Donc on sait que ce n'est pas la meilleure option, mais on sait que c'est ce qui permet d'aller plus vite et souvent de s'en sortir. Et le biais de conformisme, je trouve que c'est un des plus beaux exemples pour ça. Où est-ce qu'on peut aller manger? Il y en a un qui dit ah bah je me ferais bien une pizza. Ben, le premier qui a parlé va orienter tous les autres qui vont plus facilement dire ah ouais pizza c'est une bonne idée. Si le premier avait dit autre chose, le groupe aurait suivi plus facilement vers la première option. On va se plier plus facilement pour rester dans le groupe, pour que le groupe prenne une décision plus vite. Donc quand un donne l'exemple, et si en plus c'est le chef, le biais de conformisme fait qu'on accepte plus facilement l'idée. Ça sous-entend que quand je pose une idée, bah, le groupe va plus facilement suivre et vite suivre, et que si je veux que les idées viennent du groupe, il ne faut surtout pas que je donne mon idée en premier. Donc quand tu dis j'ai proposé ça, ils ont accepté, ils ont validé, je dis oui, biais de conformisme. Le chef a dit que contre leur volonté. c'est possible. Écoute, j'ai pas d'idée contre là tout de suite. Alors, mais justement, c'est pour ça qu'on doit d'abord écouter avant de proposer. On va y venir sur l'intelligence collective. Je vous donnerai des trucs par rapport à ça. Je reviens sur quand vous proposez une idée, l'équipe va plus facilement s'orienter sur cette idée. Donc, dans les questions comme celle-là, il ne faut pas hésiter à poser le problème sur la table, à laisser du temps, à laisser l'équipe mûrir le sujet en se mordant les joues pour ne pas faire de proposition. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les post-it. Tu fais écrire aux gens, tu fais poser, et ensuite tu discutes. Le post-it, il est posé, ça y est, c'est fait. Alors que si tu fais un tour de table, le dernier va être influencé par le premier. Combien de fois quand on fait un tour de table, j'ai plus grand chose à dire, tout a déjà été dit. Il y a une expérience, j'ai plus le nom de l'expérience, mais très très intéressante, et vous la trouverez assez facilement. On fait faire un test visuel à quelqu'un. On montre 3 bâtons de 3 tailles différentes, et ensuite on monte un autre bâton à côté, et on dit est-ce que c'est le bâton A, le bâton B, le bâton C. Quand on fait faire le test à peu près n'importe qui, on a 98% de bonnes réponses. C'est pas compliqué. Et il y a 4 séries de 20 photos, un truc comme ça. Donc 98% de bonnes réponses. Et ensuite, on fait faire l'expérience en mettant la personne avec 7 personnes, plus le cobaye, entre guillemets. Sauf que les 7 sont des acteurs, et que régulièrement les 7 donnent une fausse réponse. Ils vont dire, ben, c'est le bâton B, alors que tu vois très bien que c'est le bâton A, quoi. Mais les 7 donnent 10 B. Et toi, tu es le dernier à parler. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le taux de bonne réponse passe de 98 à 60%, voire moins. C'est-à-dire que tu vas te plier à ce que le groupe a dit.
peur de l'exclusion du groupe. Et donc, je vais changer mon point de vue, je vais changer mon idée, je vais l'enterrer parce que le reste du groupe a donné d'autres idées, alors que peut-être qu'il y avait une idée géniale qui était la mienne. Conformisme. Une idée révolutionnaire passe toujours par 3 étapes. Une idée révolutionnaire passe toujours par 3 étapes. Elle est d'abord ridicule. Ensuite, elle est dangereuse. Et enfin, elle devient évidente. Meilleur exemple, droit de vote des femmes. Ridicule. Hmm. Il y en a plein. L'esclavage. Enfin, toutes les idées révolutionnaires, d'abord on les a trouvées ridicules, et tout le monde a dit c'est n'importe quoi. Ensuite on a dit c'est dangereux. L'arrivée des voitures, les voitures et les routes et les autoroutes, ridicule. Ensuite dangereux. Et puis aujourd'hui c'est évident. Et comme je dis toujours, attention, une idée ridicule n'est pas toujours révolutionnaire. Elle peut s'arrêter au stade ridicule. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand il y a un groupe comme ça, et qu'il y en a un qui lève la main pour dire « moi j'ai une idée », peut-être qu'elle est révolutionnaire, mais la première réaction du reste du groupe, c'est de l'estimer ridicule. Et donc, on remballe l'idée, alors qu'elle est peut-être juste révolutionnaire. Et ça, c'est aussi le rôle du manager, d'écouter chacun et de permettre à chacun d'exprimer son idée. Même si l'idée n'est pas bonne, il y a peut-être un début d'idée. Encore une fois, je suis déjà en train d'attaquer sur l'intelligence collective. En fait, l'intérêt de l'intelligence collective, parce que de toute façon, je n'arrive pas à tenir mon organisation, l'intérêt de l'intelligence collective, c'est justement de mettre des cerveaux différents. Si vous mettez des cerveaux qui pensent tous pareil, vous rassemblez des experts comptables pour leur demander de faire évoluer les règles comptables. Bonne chance. Ils vont tous vous expliquer pourquoi c'est très bien comme ça. Ils vont détruire toutes vos idées. Par contre, vous amenez quelqu'un qui n'est pas du domaine ou un jeune stagiaire, c'est lui qui va dire bah, « je ne comprends pas pourquoi on fait comme ça et pas comme ça ». Et l'œil nouveau. Et il y a une société qui est un petit peu à la base de la réflexion sur l'intelligence collective, qui est une société américaine, celle qui a inventé le micro-ondes, qui a transformé le micro-ondes. L'invention du micro-ondes, la découverte du micro-ondes, comme beaucoup d'autres choses, c'est le CNRS en France qui a trouvé. En France, on est très bon pour trouver des choses. Et les Américains sont très bons pour les vendre. Donc ils achètent le brevet, et en plus, ensuite, ils font un truc et ils le vendent. Et le micro-ondes, c'est le cas. Et il y a un gars qui a acheté le brevet micro-ondes en disant « je pense qu'il y a un truc à faire », il l'a donné à cette société en disant « qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Et c'est eux qui ont inventé le micro-ondes, qu'on a maintenant tous chez nous. Sauf que ce ne sont pas que des ingénieurs. C'est des biologistes, c'est des ingénieurs aéronautiques, c'est des philosophes. Et quand ils réunissent ces gens et qu'ils travaillent ensemble avec des méthodes de travail, ils ont des points de vue totalement différents qui font émerger des idées nouvelles. Parce que si mon anecdote préférée là-dessus, c'est le Concorde. Le Concorde, quand ils ont eu le cahier de charge, le chef de projet a réuni son équipe d'ingénieurs et a dit voilà, on a un cahier des charges qui est de faire un avion commercial qui va faire Paris-New York en moins de 2 heures. Et là, tous les ingénieurs, tous les professionnels ont dit c'est pas possible. Il a dit ok, pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faudrait une puissance de moteur qui n'existe pas. Il faudrait un fuselage que tu mets tubulaire, donc tu mets 100 personnes dedans, c'est pas rentable, ça coûterait trop cher. Il faudrait un avion qui change de forme entre le décollage et le vol supersonique. Comment tu fais un avion qui change de forme, etc. Et il a tout listé. Il a dit, OK, maintenant qu'on a tous les points qui posent problème, on sait sur quoi on doit travailler. Et ils ont résolu tous les points par un. Ils ont créé des nouveaux moteurs, avec un partenariat avec Rolls-Royce. Ils ont créé des nouveaux moteurs. Ils ont en effet un avion qui avait, je crois, une centaine de personnes, et avec des prix de billets exorbitants, mais il y avait des vols. Et puis ils ont vous l'avez vu, hein, ce nez qui change de position, qui fait qu'au décollage, le nez vers le bas, avec une portance plus grande, et en vol supersonique, le nez qui se redresse, et on passe en vol supersonique. Ils ont relevé tous les problèmes, et ils ont trouvé des solutions. Mais si on écoute les professionnels, on ne fait pas. Et c'est pour ça que parfois, moi, je fais des réunions où si j'ai un conseiller agri spécialiste, c'est lui qui va animer la réunion, parce que celui qui anime, il ne participe pas. Parce que s'il participe, quand on pose une question sur son sujet, tout le monde regarde la personne spécialiste, qui donne son avis, et on fait comme il fait d'habitude. Rien de neuf. Donc il y a vraiment des choses où il faut bousculer. Et quand vous amenez des solutions, votre équipe va d'abord vous suivre. Et plus vous allez le faire, plus vous allez, au moment où vous allez dire, bon, vous en pensez quoi? Il dit, si on se tait suffisamment longtemps, normalement, il nous donne une réponse.
Et à la fin, on vous dit, bon, bah, moi j'ai une idée, je propose qu'on fasse ça. Il dit, ah, c'est une bonne idée. Ils réfléchissent pas, ils essayent même pas. C'est pas la peine, de toute façon, vous allez trouver une solution. Donc ça, il faudra vraiment travailler dessus. Commencez par creuser, par leur demander les idées. Et rappelez-vous, hein, les uns et les autres sont là pour régler vos problèmes. Donc, j'ai un problème d'organisation, je pose mon problème d'organisation sur la table, et je demande l'avis des uns et des autres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, 3, 4, 5 cerveaux valent mieux qu'un seul. Si ce n'est pas le cas, il va falloir recruter sérieusement, hein, parce qu'il faut arrêter les conneries. Soit vous êtes exceptionnellement intelligent, soit vous avez exceptionnellement mal recruté. Mais si vous avez 5 personnes normales dans votre équipe, ben à 5, vous réfléchissez mieux que tout seul, chacun dans votre coin. Donc arrêtez de vouloir résoudre les problèmes des autres. Les autres sont là pour vous aider à résoudre vos problèmes. J'insiste sur le feedback dont je vous avais déjà parlé. Le regard des autres sur votre façon de faire. Tu vas prendre une nouvelle mission, tu vas t'y attacher de ton mieux. Le seul moyen de savoir si vous êtes efficace dans cette mission, c'est le retour des autres. Toi, tu vas faire de ton mieux, tu vas travailler sur certains sujets. Qu'est-ce que les autres en pensent? Si vous ne posez pas la question régulièrement pour avoir le retour des autres en étant ouvert aux critiques qui vont être faites à ce moment-là, vous allez continuer à faire de votre mieux. Faire de son mieux est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mathématiquement parlant. Il faut faire de son mieux, mais quand tu fais de ton mieux, ça ne veut pas dire que tu fais bien. Et le seul moyen de savoir si tu fais bien, c'est le retour des autres. Donc il faut régulièrement demander, par rapport à ce que tu attends d'un manager, qu'est-ce que je fais bien, pas bien, pour entendre que peut-être d'ailleurs, ce que tu attends d'un manager, c'est pas ce que moi j'ai dans la vision de manager, il est temps qu'on se réaligne dessus, parce que sinon je vais te décevoir à vie, mais aussi pour entendre que j'ai fait peut-être pas bien les choses, parce que les autres attendent. Et j'insiste, hein, je vous l'ai dit, c'est quand on fait de son mieux qu'on est le moins réceptif à la critique. Quand je fais quelque chose et que je le fais pas top, et qu'on vient me critiquer, je souris, je dis je sais, j'aurais pu faire mieux, j'entends. Et c'est vrai. Quand je fais de mon mieux, votre premier réflexe va être de vous défendre, d'expliquer pourquoi vous l'avez fait. Et de fait, on n'écoute pas la critique qu'on est en train de nous faire. Et cette critique, elle est nécessairement indispensable, puisque ayant fait de mon mieux et ne faisant pas parfaitement, je ne suis pas capable de voir ce qu'il y a au-dessus de mon mieux. Si j'avais vu qu'on pouvait faire mieux que ce que j'ai fait, je l'aurais fait. Donc je ne sais pas comment faire pour faire mieux. Je fais mon maximum et c'est seulement le regard de l'autre qui va pouvoir m'aider à prendre conscience de ce qui était mieux. Mais comme je fais de mon mieux généralement, là à ce moment-là, la critique, je la vis super mal. Je me défends d'autant plus, j'argumente d'autant plus, et de fait, quand l'autre ne viendra plus me dire quoi que ce soit. Quand quelqu'un a une critique à vous faire, commencez par écouter. Si c'est vrai, ou si c'est partiellement vrai, ou en quoi c'est vrai, mais ne commencez pas par vous défendre, ce qui va être votre réflexe. Votre réflexe, ça va être d'expliquer pourquoi vous avez fait ce que vous avez choisi de faire. Et l'autre va dire, ok, ça ne sert à rien que je discute avec, de toute façon, il a ou elle a toujours raison. Et on perd cet avantage. Et attention, parce que ça, encore une fois, hein, c'est un réflexe. Bon, enfin, pourquoi tu as fait ça? Là, j'aurais dire, bon, tiens, peut-être qu'il s'attendait à ce que je fasse autrement, tu t'attendais à ce que je fasse quoi? Non, je vais répondre. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai de bonnes raisons de l'avoir fait. Ce ne sera pas facile, hein. Ça, gardez-le dans un coin de la tête, vous n'allez pas le gérer tout de suite. Je ne le gère pas tout de suite, hein. Je me défends d'abord.